Salut à toi et bienvenue sur le podcast Realty. Aujourd'hui, on va se poser une vraie question pour les investisseurs. T3 est-elle toujours une bonne opportunité ou est-il temps de regarder vers le Texas, le Panama ou d'autres pays émergents ? Pour commencer, Realty a décidé de changer radicalement sa communication. Fini les roadmaps prévisionnels qui annonçaient des projets parfois retardés, mal exécutés et qui pouvaient être une source de frustration pour les investisseurs. Désormais, ils ne communiqueront plus que sur des fonctionnalités ou sur des produits déjà opérationnels. Autre annonce majeure, la simplification de l'accès à la plateforme via l'intégration des connexions Google, Facebook, Apple, etc. L'objectif est d'éliminer progressivement MetaMask pour tous les nouveaux entrants, jugé peut-être un peu trop technique, mais le garder quand même pour les utilisateurs comme toi et moi par exemple, les utilisateurs un peu plus avancés. Cela vise clairement vers une adoption plus grand public, peut-être plus simple et plus fluide, mais qui devrait aussi permettre de développer la plateforme. Troisième axe, Realty prépare le retour des investisseurs américains. Pour contourner les restrictions de la SEC, le gendarme américain, ils travaillent aujourd'hui à une structure Reg A via un de leurs partenaires externes. Cela risque de prendre un peu de temps, mais l'ouverture du plus grand marché immobilier mondial au token Realty serait vraiment un changement de taille. Realty a aussi annoncé la mise en place prochaine d'un marché secondaire un peu plus liquide, avec des fonctionnalités de vente plus flexibles pour les détenteurs. Cela pourrait améliorer notamment la gestion du portefeuille et la liquidité. Enfin, il travaille à des partenariats avec des plateformes de stacking externes pour offrir plus d'options de placement aux token holders. Peut-être que le RMM pourrait être à l'avenir une seule des plateformes proposées. Les produits de réaffacturage, c'est une grande nouveauté chez Realty depuis déjà un peu plus d'un mois et demi peut-être. Ils sont proposés via une société qui s'appelle Investa FC et qui est basée au Panama avec plusieurs séries qui sont en cours. La série 4, 5, 6. Les rendements qui sont annoncés sont assez alléchants, allant quand même de 12 à 13% annuels et sont versés comme tous les produits sur Realty chaque semaine. Ce qui est très rare et vraiment attractif. C'est-à-dire que tu achètes aujourd'hui un produit de réaffacturage, dès le lundi suivant, tu commences déjà à toucher tes loyers. Enfin, tes revenus sur les factures. Ce qui est quand même vachement intéressant. Cependant, ce produit est aussi lourdement risqué et soulève plusieurs alertes majeures. Premièrement, les contrats sont sans recours. Si le client final ne paye pas son prêt, les investisseurs ne sont pas protégés. Le capital peut donc être totalement perdu, ce qui est un risque externe pour un produit qui semble aussi facile. Et deuxièmement, le scoring des emprunteurs est uniquement en interne, de A à K, sans vérification externe ou un tiers indépendant. Ce qui rend, selon moi, cette notation quand même un peu opaque. Et la qualité réelle des dossiers est pour moi un peu douteuse. Bon, après, on peut toujours dire qu'on fait confiance à Realty, et comme c'est eux qui font ces notations, si on leur fait confiance, on peut se baser en fonction de leur notation. Après, il pourrait aussi remonter un petit peu la notation, sachant que c'est des produits qu'ils proposent. La fiabilité de ces scores n'est donc pas encore totalement démontrée. Troisièmement, la durée des prêts est très courte, environ 90 jours, ce qui limite la capacité à lisser les défauts et à récupérer l'ensemble des investissements de départ. Mais attends, c'est pas les seuls points, j'en ai encore 3 autres. Quatrièmement, Investa FC est une société panaméenne qui est peu connue et encore peu éprouvée. Cela introduit notamment un risque de contrepartie important et un manque de transparence sur la gestion de cette entreprise que l'on ne connaît pas vraiment. Cinquièmement, avant et dernier point, la législation locale est peu claire et les protections des investisseurs sont assez faibles. Enfin et pour conclure, le produit de réaffacturage est présenté comme un moyen de générer du cash flow rapide. On est d'accord, mais à quel prix ? La tentation d'un rendement élevé peut pousser à sous-estimer les risques réels et pour un investisseur prudent, ce qui est mon cas, c'est un signal d'alarme, un signal rouge. Le produit ne convient clairement pas à tous et surtout pas aux petits porteurs qui ne peuvent pas absorber une perte totale. Alors personnellement, je vais quitter ce projet, arrêter d'investir dans le réaffacturage et même essayer de revendre les produits que j'ai pu acheter par le passé. Pour cela, je préfère perdre quelques points de rendement, 1 ou 2%, mais au moins ça me permet d'avoir une exposition plus sûre et plus transparente. Cette position est d'autant plus renforcée que Realty ne communique pas encore assez précisément sur les défauts
dans les produits de réaffacturage qu'ils proposent, ni sur les procédures de recouvrement ou la solvabilité des emprunteurs. Je déconseille donc fortement à quiconque d'intégrer ce produit de réaffacturage dans un portefeuille long terme, sauf si tu es un investisseur averti et capable de prendre ce risque un peu extrême. Pour moi, c'est trop douteux pour le moment. Vient maintenant la question clé de savoir s'il est bon ou non de réaliser la vente de Piper BLVD à Détroit. C'est le bien que je te parlais lors de mon précédent podcast où Realty proposait de faire un vote car il a pris de la valeur et il voulait savoir si les token holders étaient prêts à le vendre. En effet, Realty a reçu une offre de 90 000 $ pour chaque bien qui est présent sur l'ensemble de cette propriété, ce qui représenterait une plus-value nette estimée à 40 ou 50% par rapport au prix d'achat initial, ce qui est quand même énorme, c'est plus qu'un x2 en fait. Cependant, la rentabilité locative chute fortement sur ce bien à cause de plusieurs facteurs négatifs. Déjà, on a la fin des subventions gouvernementales. Le gouvernement a arrêté de financer. Ensuite, on a le doublement des taxes foncières en 2 ans. Et troisièmement, une augmentation forte des primes d'assurance. On passe de 90 $ pour chaque bien de la propriété. Ces coûts grèvent sérieusement la rentabilité mensuelle, rendant alors le cash flow quasi nul. Et sur ce point, je suis d'accord, vendre c'est intéressant. Comme le bien est de moins en moins intéressant à la location et qu'il a déjà pris 40-50%, bah oui, c'est peut-être le moment de le vendre en fait. Pour le moment, le vote est en cours pour pouvoir décider si une vente va être réalisée ou non. Et pour ma part, comme je viens de te le dire, je vote pour la vente totale. Il s'agit pour moi d'un bon moment pour sécuriser la plus-value avant que la rentabilité ne s'effondre totalement. Et d'autres biens à Détroit, comme Harding, Rolcombe ou Ron, subissent exactement la même tendance, avec des rendements locatifs en baisse. Realty a donc décidé de se concentrer sur le renforcement de son équipe locale à New Detroit Property Management, mais cela n'empêche pas que certains biens perdent aujourd'hui de la valeur. Mais je conseille surtout de ne pas renforcer. Pour moi, c'est des biens qu'il faut vendre pour justement se réimplanter sur d'autres endroits plus fonctionnels aujourd'hui. À Dallas, par exemple, le bien 2519 Englewood doit être livré en septembre 2025. Le rendement attendu est de 8,38, ce qui est assez attractif, même si c'est plus faible que Détroit. Et le quartier résidentiel est en pleine croissance, avec un ratio prix-loyer qui est vraiment intéressant. Donc comme je te l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts, je surveille ce bien de très près, car le Texas offre un potentiel démographique important et une meilleure stabilité économique sur le long terme. Pour moi, acheter du 8,38 aujourd'hui, c'est peut-être s'offrir du 10% demain. Sauf qu'on l'aura vraiment acheté à pas cher ce bien. Et ce qui était le cas à Détroit, entendons-nous bien, Les premiers biens que j'ai achetés à Détroit, j'ai vraiment kiffé, je les ai achetés à pas cher, ça rapportait du 12-13%, c'était incroyable. Mais là, quand il y a une perte dans certains quartiers, oui, vendre, ça peut être intéressant. Au Panama, il y a plusieurs projets en cours et que ça fait plusieurs podcasts que je te parle. Le MOVA 100, le MOVA 200, Toboga, Vervana 2. Les rendements qui sont annoncés varient entre 6 et 20% car les biens ne sont pas encore tout à fait construits. Mais tu peux aller voir sur le site si ça t'intéresse. Ne commencera pas avant la mi-2025 voire 2028 pour certains des projets. Mais franchement, il y a des projets qui sont assez chouettes. Cela reste malgré tout un investissement très long terme avec une forte dose d'incertitude sur la réalisation de tous les revenus dont je viens de te parler. Je ne vais donc renforcer aucune de mes positions pour le moment, mais je continue à suivre. Si jamais la vente à Détroit se réalise, je pense que je vais me faire un petit plaisir et acheter le bien au Texas. Et toi alors, tu vas voter pour Piper BLVD ? Quel choix est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à croire à Détroit malgré la chute des rendements et la hausse des taxes ? Ou alors tu préfères arbitrer et chercher du rendement ailleurs, au Texas, au Panama ou même sur une autre plateforme ? N'hésite pas à me le dire en commentaire car je lis tout avec attention et vraiment ça m'intéresse. J'ai envie qu'on puisse en échanger pour qu'on puisse aussi affiner nos stratégies ensemble. Je ne dis pas que je détiens la science infuse et bien au contraire. Donc n'hésite pas à communiquer avec moi dans les commentaires. Maintenant, si ce podcast a vraiment aidé à comprendre Realty et à prendre les bonnes décisions, abonne-toi à la chaîne car chaque semaine je te donne un résumé clair, précis et sans bullshit de tous les community calls de Realty. Tous les liens utiles, tu les retrouveras en description, notamment pour le vote Piper BLVD, l'accès au token et les infos sur le réaffacturage. Donc rendez-vous la semaine prochaine, sûrement pour un autre
podcast sur Realty. Et en attendant, je te laisse avec mes précédents podcasts, juste ici. Très bonne écoute à toi et à très vite.